Bienvenue donc dans ce webinaire qui est consacré à l'élaboration du projet professionnel avec les publics réfugiés. Donc, pour le meilleur confort de tous, on vous demandera s'il vous plaît de bien vouloir éteindre votre webcam et votre micro et de poser vos questions dans le chat. C'est pareil, donc je vous avais envoyé un petit message dans la salle d'attente si c'est possible pour vous de vous renommer avec votre prénom et le nom de votre structure pour qu'on identifie mieux en fait qui participe à notre webinaire. Et pareil, quand vous poserez des questions, du coup, ça nous permettra de mieux identifier qui pose la question. Alors, donc, je m'appelle Magdalena Lecor, je suis chargée d'animation et de professionnalisation au pôle accompagnement des professionnels du CARIFOREF. Aujourd'hui, on a préparé et on va co-animer ce webinaire à deux voix avec ma collègue Lisa, à qui je vais laisser la parole. Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Lisa Kouani et je travaille au pôle ressources du CARIFOREF et donc j'ai accompagné Magdalena dans la conception de ce webinaire. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui du webinaire, c'est pas d'aborder les questions juridiques, mais vraiment de rentrer en fait dans les pratiques d'accompagnement du public réfugié. Aussi, aujourd'hui avec nous, on a des intervenants qui travaillent spécifiquement avec ces publics et qui ont une connaissance approfondie des problématiques liées à l'accompagnement de ces publics. Et le but, c'est qu'ils puissent vous faire un retour d'expérience et vous faire partager les actions qu'ils ont développées sur le territoire. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous comme intervenants Vincent Lelanne d'Univers 44, Jonathan Guichard, Marie Blin et Chloé Launeur pour la plateforme Talents Migrants, Sarthe, Mayenne et Maine-et-Loire, Pauline Chauvet pour l'association Passerelle en Vendée, Dominique Rioux pour Job for Me West et Virginie Durigneux pour Singa Nantes. Chacun pourra revenir dans un second temps sur les dispositifs et rentrer plus en détail dans ce qu'il propose. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Vincent Lelanne pour présenter succinctement le parcours d'asile et revenir sur les différents termes employés. Alors, bonjour à tous. Sur cette petite introduction, on a voulu non pas faire un grand cours magistral sur le parcours d'asile. J'ai essayé de simplifier au maximum, même si tout est beaucoup plus compliqué. Mais pour que chacun ait bien en tête le parcours type, on va dire, d'une personne, d'un étranger qui arrive en France et qui souhaite y résider durablement, pour comprendre aussi sur les différentes étapes quels sont les droits qui sont associés, notamment le droit à travailler. Donc, lors de l'arrivée en France, la personne va tout d'abord s'enregistrer auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, la PADA, qui l'orientera ensuite vers le guichet unique des demandeurs d'asile, des demandes d'asile, pardon, où il va pouvoir enregistrer à ce moment-là sa demande d'asile, donc c'est-à-dire son souhait d'être reconnu comme une personne protégée par la protection internationale. Lors de ce rendez-vous, en fait, on va lui proposer de se rendre à la préfecture et à l'OFII pour finalement, alors à la préfecture, faire une prise d'empreinte et mener avec lui un premier entretien. Et à l'OFII, une fois que la demande d'asile est faite, pouvoir prendre en charge la recherche d'hébergement, donc soit sur un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile, soit d'autres structures spécialisées sur ce type d'hébergement. À partir de là, en fait, à partir de ce moment où la personne est enregistrée au guichet unique, elle a 21 jours en fait, pour déposer son dossier auprès de l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et c'est cet organisme, l'OFPRA, qui va accorder ou non, reconnaître ou non le statut de bénéficiaire d'une protection internationale ou non. Du coup, on peut avoir un avis positif ou négatif. Et pendant ce temps-là, le demandeur d'asile peut bénéficier donc, de certains droits, une protection santé, la CMU, la couverture maladie universelle, le droit à l'éducation des enfants, c'est-à-dire l'accès à l'école et au système scolaire, et puis une allocation qui est l'ADA, l'allocation aux demandeurs d'asile, qui permet de vivre dignement, ou en tout cas d'avoir une rentrée financière pour répondre aux premiers besoins. Ce processus de demande d'asile, en fait, il peut durer un petit peu de temps. Normalement, il est estimé à 6 mois, mais dans les faits, il peut durer bien plus longtemps. Et au-delà de 6 mois d'instruction, le demandeur d'asile peut bénéficier d'une autorisation de travail.
qui lui est remise par la préfecture et qui lui permet donc de travailler ou de se former sur un temps imparti. Et suite à cela, donc l'OFPRA rend sa décision, soit l'avis est favorable et la personne peut être reconnue comme réfugiée ou protégée subsidiaire. À cela s'ajoutent des conditions un peu différentes en termes de durée de séjour. Ou alors elle ne peut ne pas être reconnue, auquel cas le demandeur d'asile a la possibilité de contester cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui revoit le dossier et soit émet un avis favorable, soit émet un avis négatif, et ce qui entraîne l'obligation de quitter le territoire français. Voilà un petit peu le parcours dans les très grandes lignes. J'ai essayé de trouver un schéma simple, je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai fait moi-même. Mais voilà un petit peu le parcours que peut rencontrer un demandeur d'asile. Et quant aux termes qu'on va utiliser, pareil, il y a énormément de termes qu'on utilise parfois l'un à la place de l'autre. On parle de migrants, on parle d'émigrés, on parle de réfugiés, on parle de demandeurs d'asile. Il paraissait important, sans ici entrer non plus dans le détail, mais d'avoir deux, trois clés de lecture sur les principaux termes que vous allez rencontrer au contact des publics réfugiés. Donc, on a d'abord le demandeur d'asile. Comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui sollicite la protection internationale en dehors de son pays, mais qui n'a pas encore été reconnue comme protégée. Voilà, donc c'est un droit humain qui est reconnu par des lois et des textes internationaux. Et la protection internationale, justement, c'est une loi internationale qui définit l'obligation de la part des États signataires, dont évidemment fait partie la France, de protéger des personnes qui fuient leur pays par crainte de subir des persécutions. C'est pour ça qu'on parle de bénéficiaires d'une protection internationale, et que dans cette catégorie, on va retrouver les réfugiés et les protégés subsidiaires qui répondent à des critères un petit peu différents, mais qui sont globalement, vous aurez le détail de toute façon dans le support, hein, mais qui sont globalement des gens qui soit ont dû quitter leur pays par crainte de persécution en raison d'opinions politiques, religieuses ou autres, soit qui, si elles retournent dans leur pays, sont confrontés à des risques de maltraitance, de peine de mort, de torture, etc., et pour lesquels on accorde ce statut de protégé subsidiaire. Le statut d'apatride, on le rencontre assez peu, je crois, mais il est important. Il fait partie aussi de ces statuts de protection internationale. Et là, il concerne les personnes qui, en fait, ne sont reconnues par aucun État comme ressortissants, en tout cas, qui n'ont pas de nationalité. Ça va être le cas pour certains pays qui peuvent déchoir de la nationalité un de leurs ressortissants, ou dans le cas à la fin de la guerre froide, quand certains pays ont disparu, notamment dans l'ex-Union soviétique, où on a eu des personnes qui n'avaient plus de nationalité, puisque le pays n'existait plus en tant que tel. Et enfin, le statut de BPI, ce qui est important et ce qui va intéresser, je pense, les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est le confère des droits aux personnes à qui il est reconnu, c'est-à-dire le droit au séjour sur le territoire, le droit à la réunification familiale, donc de faire venir sa famille en France, le droit au travail et certains droits sociaux, droit à l'état civil, etc. Et ces statuts, ce qui est intéressant et important de noter, c'est que ce sont des statuts qui sont reconnus et non pas accordés. C'est-à-dire que la personne réfugiée est considérée comme telle depuis le moment de son arrivée. Ce n'est pas un nouveau statut qu'on lui octroie, c'est une reconnaissance d'une situation. Voilà. Sur les termes utilisés, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment histoire de donner les grandes lignes, et je repasse la parole du coup à Lisa pour l'entrée sur le droit commun de ces personnes. Merci Vincent pour cette présentation qui nous permet de bien garder à l'esprit toute la complexité du parcours juridique par lequel passent la plupart des personnes réfugiées. Donc, il faut savoir que quand on passe du statut de demandeur d'asile à celui de réfugié, on va basculer dans ce qu'on appelle le droit commun. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, il va falloir se mettre en relation avec de nouveaux acteurs qui sont souvent méconnus des personnes réfugiées et dont elles ne comprennent pas toujours le rôle. Donc, quand on obtient son statut, il va falloir trouver déjà une domiciliation, donc une adresse, se mettre en relation avec Pôle emploi, la CAF, ouvrir un compte bancaire, faire une demande de logement social, entre autres. Donc, pour toutes ces raisons, l'insertion professionnelle, ce n'est pas toujours ce qui va être travaillé en premier lieu, même si l'accès à l'emploi peut représenter une urgence forte pour beaucoup de ces personnes, notamment sur le plan financier.
Donc, pour mieux répondre justement aux besoins de ces publics et en complémentarité avec les acteurs du droit commun, il y a de nouveaux dispositifs dédiés qui ont émergé en Pays de la Loire. Donc, je vais donc laisser maintenant la parole aux intervenants pour qu'ils puissent se présenter, et en premier lieu à Pauline de l'association Passerelle. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, Pauline Chauvet, je suis coordinatrice au sein de l'association Passerelle sur la partie intégration des réfugiés. Sur ce volet-là, au sein de l'association, il y a un dispositif qui avait vu le jour en 2009 et de ce passif-là, finalement, est né deux dispositifs aujourd'hui au sein de l'association. Donc, grâce au PIC, donc Plan Investissement Compétences, en 2019, on a pu créer le service adhéré, donc c'est Action départementale pour l'emploi des réfugiés. C'est un service où il y a 5 chargés de mission emploi et qui travaillent sur l'intégration professionnelle des réfugiés en Vendée. Les seuls prérequis que nous avons sur ce dispositif-là, c'est qu'on n'accompagne que des bénéficiaires de la protection internationale, donc soit réfugiés ou protégés subsidiaires, et il faut qu'ils aient un projet sur le département d'intégration professionnelle. Donc, je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure le fonctionnement. On est basé à La Roche-sur-Yon, mais on a une vocation départementale et l'objectif est d'un accompagnement de 150 nouveaux BPI par an. Voilà pour ce dispositif-là. Et à côté, juste une petite parenthèse, on a un autre dispositif sur l'intégration des réfugiés qui est Active Réfugiés, qui, eux, vont maintenant travailler plus sur la partie logement, réunification familiale et garde d'enfants. Voilà la présentation que je peux faire. Je reste disponible s'il y a des questions par le chat ou en dehors. Je vais passer la main maintenant à Jonathan de Talent Migrant. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jonathan Guichard de la plateforme Talent Migrant sur le département de la Sarthe. Donc, je vais vous présenter ce nouveau dispositif qui est présent sur les 3 départements, Sarthe, Mayenne et Maine-et-Loire, et qui a été lancé en Mayenne et en Sarthe depuis maintenant fin 2019, début 2020, et qui est récemment lancé dans le Maine-et-Loire. Nos objectifs sur la plateforme, c'est surtout l'amélioration du parcours d'intégration et d'insertion du public migrant. Alors, plus précisément, le public migrant statutaire primo-arrivant, c'est-à-dire avec un premier titre de séjour depuis moins de 5 ans sur le territoire. Nos missions sont à la fois être centre de ressources pour l'ensemble des acteurs du territoire, mais également pour les bénévoles d'associations, les professionnels d'associations, les entreprises et le public. On est également dans l'animation et la veille de l'ensemble des dispositifs sur une échelle de département. On a aussi un rôle d'observatoire pour faire remonter les problématiques que rencontrent les différents acteurs liés à l'accompagnement du public migrant. Et enfin, notre deuxième champ d'action, surtout, c'est la coordination de parcours. Alors, surtout en Sarthe et en Mayenne, où on va être en mission de renfort pour l'ensemble des dispositifs à la fois de droit commun et des acteurs comme les associations qui accompagnent ce public, tant sur le champ de l'insertion professionnelle que sur le champ de l'insertion sociale. On est amené à être en renfort, de pouvoir parfois accompagner ces personnes dans certaines démarches, parfois une inscription pour l'emploi ou des entretiens pour l'emploi ou retrouver une assistante sociale de secteur ou autre, avec pour viser l'insertion du public au bout d'un contrat d'engagement qui est passé. Donc, par rapport en Sarthe, Mayenne et Maine-et-Loire, il y a une toute petite différence, c'est qu'en Maine-et-Loire, on ne sera pas sur un parcours coordonné. Il y a un diagnostic global qui est effectué, des préconisations et un retour à 3 mois qui est fait par rapport aux préconisations effectuées.
Voilà, il n'y a pas de contractualisation de parcours sur 6 à 24 mois comme on peut retrouver en Mayenne et en Sarthe. Voilà. À travers la plateforme, on développe aussi différentes actions, à la fois du catalogage, d'offres d'apprentissage du français, des parcours de formation pour le public migrant, ou des guides pour améliorer les ressources de l'ensemble des acteurs du territoire. Voilà. Donc n'hésitez pas, après, si vous avez des questions sur l'ensemble de nos actions et de nos missions, on est disponible, Chloé, Marie et moi, pour répondre à vos questions. Voilà, et donc je passe maintenant la parole à Vincent pour Univers 44. Merci. Donc moi, je suis Vincent Leland, donc, chef de projet sur le dispositif Univers 44, donc, qui est également un dispositif financé par le PIC depuis un peu plus d'un an. On a démarré en octobre 2019. Univers 44, donc, c'est d'abord un consortium donc, qui réunit l'Université de Nantes, le Centre de formation des compagnons du Tour de France, le groupe SOS Solidarité et l'association nationale Les Entrepreneuriales, où en fait chaque acteur de ce consortium apporte une expertise particulière dans l'accompagnement des publics réfugiés, donc bénéficiaires d'une protection internationale. L'objectif du dispositif, c'est bien d'accompagner effectivement l'insertion socio-professionnelle des publics BPI, à la fois en levant les freins professionnels dont on va largement parler après, et puis les freins dits périphériques, c'est-à-dire à la fois les freins sociaux, les freins à la mobilité, les freins au logement, puisqu'on est dans une logique d'accompagnement global où on va essayer de lever en même temps les deux types de freins et d'activer les différents leviers pour que l'intégration et l'insertion se déroulent le mieux possible et le plus rapidement possible en fonction des projets des bénéficiaires. Donc, on reçoit autant des publics qui sont de niveau infra-bac, c'est-à-dire qui ont très peu de qualifications ou pas de qualification du tout, et qui généralement ont plutôt des projets d'emploi ou de formation sur des métiers techniques, et qui sont donc suivis par les compagnons du Tour de France. Et puis des publics également diplômés, voire très très diplômés, mais qui ont été également contraints de quitter leur pays et qui en France veulent soit faire une reconnaissance de diplôme, une poursuite d'études ou accéder à des professions et des emplois plus qualifiés qui correspondent en tout cas à leurs compétences. Et ça, c'est l'Université de Nantes qui pilote ces parcours-là. Et enfin, le groupe SOS Solidarité, lui, intervient sur justement la levée des freins périphériques, puisque ce sont des travailleurs sociaux. Et l'association Les Entrepreneuriales accompagne des personnes qui ont ou qui auraient un projet de création d'entreprise et qui veulent se sensibiliser aussi à l'entrepreneuriat comme voie possible d'intégration professionnelle. Voilà, donc c'est un dispositif qui fonctionne sur une notion de parcours personnalisé, un parcours moyen, c'est-à-dire que pour chaque personne que nous allons recevoir, nous allons travailler le projet professionnel, le confirmer ou parfois le déconstruire parce qu'il faut parfois faire le deuil de certains projets pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, confirmer le projet professionnel et puis remettre à niveau ce qui doit l'être pour permettre ou faciliter en tout cas une entrée en emploi ou en formation. Je vais passer la parole à Dominique de Job for Me et évidemment, je resterai à disposition pour d'autres questions. Merci Vincent. Donc, je suis Dominique Rioux, donc je suis membre du comité de pilotage de cette petite association Job for Me West qui a choisi de se positionner sur un créneau qui était particulier. C'est-à-dire, contrairement à certains de mes collègues là, qui viennent de prendre la parole, nous ne faisons pas d'accompagnement de migrants. L'association Job for Me est partie à l'origine de gens qui étaient des hébergeurs solidaires et également d'autres associations qui s'occupaient en particulier des demandeurs d'asile. Nous avions donc là toute une série de personnes migrantes qui cherchaient du travail, qui voulaient travailler et en face, nous étions également en relation avec quelques patrons qui clairement cherchaient du monde. Même en période de Covid, il y a toujours du travail. Or, le réseau de toutes les associations qui accompagnent des migrants, et Dieu sait si notre département, puisqu'on intervient quand même très majoritairement sur le 44,
les associations qui sont extrêmement prises par tout ce que mes collègues viennent de présenter n'avaient pas le temps ou c'est tellement compliqué qu'aller vraiment chercher les entreprises et aller jusqu'au bout d'une intégration, visiblement, c'était un créneau qui était compliqué et pas forcément, pris en charge. Donc, l'idée, c'était clairement d'aider des entreprises à recruter des personnes migrantes, qu'elles soient demandeurs d'asile ou publics statutaires, comme on disait. Donc, l'association s'est aussi donné comme objectif de travailler en complémentarité avec l'ensemble des partenaires. Et donc, pour avoir une crédibilité, il était évident qu'il fallait qu'on ait une reconnaissance institutionnelle. C'est pour ça qu'on a donc pris des contacts avant même de démarrer avec la Directe, la préfecture, Pôle emploi, mission locale, les chambres de commerce, les représentants patronaux, qui tous nous ont dit on peut pas aller jusqu'à chercher individuellement des postes, et c'est donc vraiment l'objet de l'association. Donc tout à l'heure, je reviendrai sur concrètement comment ça se passe, mais pour toutes les associations ou les personnes qui travaillent, qui rencontrent des migrants, si jamais notre idée, c'est bien de fédérer ces associations-là qui peuvent donc, en s'adressant au contact qui est indiqué là, demander à faire partie de notre réseau de partenaires. À ce moment-là, en discutant avec notre chargé de mission, il y a accès au Drive où sont indiquées toutes les offres d'emploi qui nous parviennent. Je crois que c'est très important de voir qu'il faut que chacun, en effet, travaille en complémentarité, et c'est vraiment notre souci de partir d'une offre d'entreprise qu'on est allé chercher et ensuite de la diffuser auprès des partenaires qui rencontrent les migrants et qui ensuite nous les envoient. Donc, je reviendrai sur ce dispositif un peu plus tard. Et donc, concrètement, c'est 30 bénévoles, moitié actifs, moitié retraités, qui travaillent en binôme avec une chargée de mission, avec des financements des institutionnels, l'État, les collectivités territoriales et des fondations privées. Voilà. Je passe maintenant la parole à Virginie pour Singa. Merci Dominique. Donc Virginie Durigneux, directrice fondatrice de Singa à Nantes. Singa est une association citoyenne et locale. Donc pour le moment, nous couvrons Nantes ainsi que les communes limitrophes. On a 3 missions principales qui sont de permettre la création de liens entre les locaux et les nouveaux arrivants étrangers qui ne possèdent pas encore les codes du territoire et qui, à ce titre, sont empêchés. On a également de soutenir des actions ou développer des actions en faveur du vivre ensemble et de sensibiliser, former à l'asile et l'interculturalité. À Singa Nantes, on a un principe fort qui est l'horizontalité, c'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de bénéficiaires, il n'y a pas de bénévoles et tout le monde est membre. Et à ce titre, on peut amener et retirer de chacune des relations. Ce principe fort et ces missions sont développées dans des activités concrètes. Donc, on a les buddies. On peut traduire les buddies, donc qui veut dire pot de copain en anglais, on peut le traduire par binôme, mais pas par parrainage. Ça ne correspond pas très bien. Et du coup, l'idée des binômes, c'est de créer une relation entre un local, un nouvel arrivant étranger, sur la base d'intérêts communs, qui soit linguistique, professionnel, de loisirs ou même simplement l'envie de faire une rencontre enrichissante. On a également les ateliers qui réunissent des locaux et des nouveaux arrivants étrangers qui sont en fin de compte un prétexte à la rencontre. On peut trouver, hors contexte sanitaire actuel, des ateliers conversation en français, en russe, des ateliers jeux de société, visite de la ville de Nantes, musée, expo. Et tout le monde, donc qu'on soit un local ou un nouvel arrivant étranger, peut porter un atelier. Il y a par exemple Ismaël, artiste érythréen, qui a porté des ateliers dessin, malgré qu'il ne parle pas français. Donc, on a trouvé un interprète et du coup, il a pu faire des ateliers de dessin. Et puis, on l'accompagne tout au long du processus pour que la personne puisse porter son atelier. Et notre dernière mission, c'est les sensibilisations-formations, donc tant auprès des entreprises, des pouvoirs publics ou du grand public. Il y a également un volet entrepreneurial, mais là, il est porté par Singa France, donc j'irai pas plus loin sur cette question-là aujourd'hui. Et voilà pour moi, je vais passer la parole à Magdalena.
Merci pour ces présentations. Donc là, maintenant, on va revenir sur la question qu'on vous avait posée au préalable de ce webinaire, qui était l'accompagnement des réfugiés. En un mot, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Et donc, je vais vous partager les résultats. Alors, excusez-moi. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Oui, on le voit. Oui. Donc voilà les résultats. On voit que la notion de compétences, de parcours, d'accompagnement ressort bien, de linguistique également. La notion d'accompagnement et de parcours, effectivement, c'est important. On voit que ces publics ont un besoin renforcé d'accompagnement et de personnalisation des parcours. Après, tout ce qui traite voilà, de l'adaptation, de la linguistique, des compétences, c'est aussi, et du culturel, c'est aussi au cœur de l'accompagnement de ces publics. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir des différentes idées qui ressortent, on va évoquer en fait tout cela à travers différentes thématiques. Donc, la thématique de l'insertion professionnelle, du parcours linguistique, de la mobilité et de la vie sociale et familiale. Et donc, du coup, nos différents intervenants vont intervenir sur toutes ces thématiques. Donc, on va commencer notamment quand on travaille en fait avec des personnes qui ont pour la plupart des expériences et des compétences qu'elles ont acquises dans leur pays d'origine. Quand elles arrivent en France, elles ne peuvent pas toujours les faire valoriser ici. Est-ce que ça veut dire qu'on doit forcément repasser par la case formation? Et donc, là, je vais repartager l'écran, le support et laisser la parole à Vincent. Oui, voilà. Oui, effectivement. Alors, en tout cas, sur l'univers 44, on a vocation à accompagner à l'emploi, à la formation ou à la création d'entreprise. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que l'accès à la formation, c'est un enjeu assez important à traiter, puisque, comme disait Magdalena, le premier frein qu'on peut identifier sur les publics réfugiés, c'est à la fois de valoriser, de faire reconnaître et de pouvoir transposer des compétences ou des qualifications qui ont été acquises ou obtenues au pays. On a notamment, alors ça va concerner notamment les personnes qui sont diplômées, un problème d'équivalence de diplôme, puisque les diplômes obtenus que ce soit au Soudan, en Érythrée ou ailleurs, n'ont pas la même valeur dans le système de l'enseignement en France. Hein, c'est-à-dire qu'un master dans n'importe quelle discipline équivaudra peut-être ici en France à une licence 3 ou une licence 2 en fonction des spécialités. Et ça pose le problème à la fois dans l'accompagnement du parcours de pouvoir, comment dire, confronter la personne à cette réalité, c'est-à-dire que les compétences qu'elle a pu acquérir ou les qualifications qu'elle a pu obtenir dans le pays ne sont pas reconnues comme telles et elle ne pourra pas, à ce moment-là, au moment T, prétendre au même type de poste ou au même type de formation ou au même type de projet professionnel. On a l'exemple dans notre dispositif de personnes qui ont été une personne qui est médecin, qui est neurochirurgienne, qui était chef de service et qui est une femme en plus qui vient alors je ne sais plus exactement, mais c'est soit Soudan, soit Érythrée, je crois, qui était chef de service dans son hôpital au pays et qui en France ne peut évidemment pas exercer directement la médecine et qui doit soit repasser par la case départ, entre guillemets, c'est-à-dire revenir sur des missions d'aide-soignant ou d'ASH ou de secrétaire médical, etc., ou alors reprendre des études qui peuvent être très très longues dans le cas de la médecine et espérer redevenir chef de service ou en tout cas médecin. Ces problèmes d'équivalence, on le retrouve aussi sur les publics infrabac, puisque beaucoup de personnes qui viennent nous voir ont des projets, notamment en majorité dans le bâtiment, où ils veulent devenir électriciens, plombiers, peintres, etc., et qui nous font part de leur expérience au pays
Et là, le rôle qu'on a dans l'accompagnement de parcours et dans la confirmation de projet, ça va être de confronter la réalité du métier en France et leur perception ou leur pratique au pays. C'est-à-dire qu'un électricien, je prends toujours l'exemple du Soudan parce qu'on a énormément de Soudanais, on a la majorité de nos bénéficiaires sont soudanais, mais l'électricité au Soudan, être électricien au Soudan, ce n'est pas la même chose qu'être électricien en France. Et pour prétendre à une formation électricien du bâtiment, eh ben, il faut avoir un très bon niveau de français, puisqu'on va avoir toute une partie de réglementation, de normes techniques, de lecture de plans, de lecture de consignes, et puis des compétences en mathématiques également. Il va s'agir de calculer tout un ensemble de choses, de convertir des mesures, etc. Et ben ça, il faut effectivement, c'est le deuxième point que j'ai noté, c'est les prérequis d'entrée en formation qu'il va falloir travailler avec eux. Déjà, les confronter à la réalité de ce que c'est lors d'une entrée en formation ou d'un attendu en emploi, et puis ensuite remettre à niveau lorsque c'est possible. Donc, sur Univers 44, c'est un petit peu comme ça qu'on a fonctionné, en tout cas sur les projets de formation qui sont énoncés au départ par les bénéficiaires. C'est d'abord de faire découvrir le métier, de confirmer le projet professionnel, donc de confronter à la réalité. Ça passe par des immersions en atelier, ça passe par des PMSMP avec Pôle emploi ou les missions locales, ça passe par peut-être des expériences dans le secteur du bénévolat, puisqu'il y a des missions qui peuvent être proposées à la journée, qui permettent de découvrir le métier de façon assez sécurisée, on va dire ça comme ça, et de s'apercevoir de l'écart qu'il y a entre ma situation actuelle, mes freins actuels, et mon projet, et les attendus qu'il y a si je veux réaliser ce métier. Donc ça, c'est la première, une des grandes étapes des parcours sur Univers 44. La levée des freins professionnels et périphériques, j'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit effectivement de remettre à niveau ou de redonner en tout cas un accès à l'acquisition de compétences, que ce soit des cours de FOSS, donc du français sur objectif spécifique, du français à visée professionnelle, des modules sur la sécurité, puisque ça c'est une demande forte des entreprises, de pouvoir accueillir, ils sont tout à fait partants pour accueillir des publics réfugiés, et je pense que Dominique pourra confirmer ce point-là. Mais en tout cas, ils sont extrêmement vigilants forcément sur des notions de sécurité, de posture en entreprise, de code, des codes sociaux en entreprise, qu'on va travailler effectivement à travers des ateliers sur Univers 44. La mobilité, c'est un point assez important qu'on a pu identifier. C'est effectivement, une fois que j'ai les compétences, est-ce que je suis en capacité de me déplacer pour aller répondre aux besoins de l'entreprise, que si l'entreprise est loin de mon lieu d'habitation ou si le chantier, par exemple, est en Vendée et l'entreprise est à Nantes, et comment est-ce que je fais pour me déplacer et pour me rendre sur mon lieu de travail. Les freins numériques, etc. Enfin, on a listé un certain nombre de freins sur lesquels on reviendra de toute façon au cours du webinaire. Et je voulais insister aussi sur une autre partie, et je suis content que le mot adaptation ait été plébiscité sur le nuage de mots, parce que c'est l'adaptation aussi des professionnels que nous sommes aux différents publics. C'est l'adaptation des parcours de formation, c'est-à-dire que ce qu'on va proposer quand les bénéficiaires iront sur des formations de droit commun, que ce soit en continu ou en alternance, et ça va être peut-être de modulariser un petit peu la formation pour permettre à la personne d'aller sur un premier niveau d'employabilité, c'est-à-dire d'aller valider un bloc de compétences et peut-être pas l'ensemble du titre professionnel, puisque chez les compagnons, on est sur du titre pro, mais au moins valider un premier niveau de compétences et peut-être avoir en parallèle continuer des cours de français en interne dans le centre de formation ou travailler sur d'autres compétences, sur la sécurité, sur le respect des consignes, etc. Ça va être aussi l'adaptation des pratiques pédagogiques, et ça c'est le rôle des formateurs, de changer un petit peu leur pratique, c'est-à-dire de s'adapter à un public qui, effectivement, pour lesquels le français ne sera pas forcément toujours au rendez-vous au niveau attendu. Ça va être de passer par d'autres modalités plus actives, travailler par l'image, la vidéo, peut-être l'expérimentation, et non pas forcément uniquement, entre guillemets, du PowerPoint et des exercices papier-crayon, on va dire ça comme ça. Et puis, dernier point, c'est de pouvoir accompagner sur les premiers temps de la formation pour continuer de lever les freins, puisqu'une fois que le parcours préparatoire qu'on a sur Univers 44 est achevé, souvent il reste des freins, il reste à conforter le parcours du réfugié sur une formation de droit commun.
et auquel cas, on continue à activer un certain nombre de modules, un certain nombre d'ateliers, de mobiliser un certain nombre de professionnels pour sécuriser le parcours de formation et pour que la transition se fasse en douceur sur l'entrée justement sur le droit commun, ce que disait Lisa tout à l'heure. Voilà pour ma partie sur effectivement l'accès aux formations. C'était important d'avoir, c'était une des briques en tout cas du dispositif Univers 44. Il y en a d'autres sur l'accès à l'emploi, mais ça me paraissait important effectivement que au regard des personnes qui sont présentes aujourd'hui, vous puissiez avoir cette information sur, oui, effectivement, une formation, entrer en formation, que ce soit une formation post-bac ou une formation universitaire, mais également des formations de niveau CAP ou de niveau titre pro, et ça demande quand même un certain nombre de prérequis pour que le parcours se passe bien. Et ces prérequis, voilà, on se propose, nous, en tout cas, sur Univers 44, de les lever et d'accompagner les bénéficiaires sur un parcours sécurisé. Et du coup, je passe la parole, je ne sais plus à qui, à Dominique, je crois. Voilà. Merci Bertrand. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont communes dans les préoccupations avec ce que vient d'exprimer Vincent. Donc là, je vais vous décrire concrètement comment agit l'association. Donc, tout d'abord, comment nous arrivent les offres des entreprises? Eh bien, c'est beaucoup par notre réseau. C'est aussi par la veille que fait notre chargé de mission. Et puis, c'est aussi par des partenariats avec des Colton Job, avec FAS. Et une fois que nous avons donc un contact avec une entreprise qui nous a souvent elle-même d'ailleurs contactés, on va les rencontrer. Et ce temps-là, le temps que prend le binôme, puisque nous sommes toujours par deux, le binôme avec l'entreprise, il faut prendre du temps. Parce que les entreprises qui veulent accueillir des personnes migrantes, il y en a, je dirais, bien sûr, on ne peut pas faire une typologie, mais il y en a qui cherchent partout. C'est-à-dire, vous en avez qui systématiquement voient qu'il y a une petite asso qui, hop, ils vont nous appeler parallèlement à tout leur réseau. Et puis, il y en a d'autres qui font vraiment le choix de dire, nous, on veut, par la responsabilité sociétale de l'entreprise, élargir notre recrutement, avoir une diversité de profils dans notre entreprise. Et donc là, il y a clairement un accueil particulier, une ouverture. Donc là, il est très important vraiment de faire une analyse très précise du poste, sachant que la plupart de nos candidats sont candidats à des postes de nature modeste qui ne nécessitent pas, je dirais, de diplôme de prérequis. Parce que c'est tout ce que vient d'exprimer Vincent. C'est vrai que… Ouais, alors du coup… Oui. Je continue? Ouais. Donc là, c'est essentiellement, alors il y a des postes d'agents de service, d'agents de soins, on a eu un poste de canalisateur, il y a beaucoup de préparateurs de commandes. Voilà, ce sont alors, à partir de là, c'est vrai que parfois, il y a un décalage très net entre la compétence qui a été acquise dans le pays d'origine, mais nous, on travaille très concrètement sur un poste. Avec l'entreprise, donc d'abord, évidemment, il faut établir la confiance. C'est vrai qu'on commence par leur dire qu'on ne leur présentera que des personnes qui ont évidemment une autorisation de travail, mais l'autorisation de travail, c'est valable pour les demandeurs d'asile. Il y a des conditions très précises également, bien sûr, hein, mais donc voilà. Donc il y a ça, il y a aussi la reconnaissance des institutions, je vous en ai parlé, donc ça nous donne de la crédibilité vis-à-vis de l'entreprise. Et ensuite, bien sûr, on voit avec l'entreprise quel est le niveau de langue et de compétences qui est, demandé. Également, si après, on voit le logement mobilité, mais ça vient à la fin, mais ça fait partie du dialogue qu'on a. Donc, tout ce dialogue qui est très précis débouche sur une fiche d'emploi. Cette fiche d'emploi, elle va être, elle va être envoyée à l'ensemble du réseau que j'ai présenté tout à l'heure, hein, toutes les associations qui travaillent avec des migrants et qui sont nos partenaires. Pour être partenaire, donc ça, tout à l'heure j'ai insisté là-dessus, c'est vrai que c'est très important pour nous parce que nos partenaires reçoivent la fiche projet d'emploi et c'est en fonction de ces fiches projet d'emploi qu'elles vont éventuellement dans auprès des personnes migrantes avec qui elles travaillent, qu'elles vont leur présenter cette fiche d'emploi.
Alors, on a aussi essayé de faire des job dating. On a fait un job dating à la Chambre de commerce avec 40 entreprises et 40 migrants, mais c'était juste avant le confinement, donc ça n'a pas été extrêmement efficace. Une fois que donc on reçoit les curriculum vitae en provenance du réseau des associations, à ce moment-là, on fait une présélection la plus large possible. La plus large possible, mais en respectant bien évidemment ce que nous a donné l'entreprise, parce que c'est la crédibilité et le poste qui est en jeu. Et on choisit, on réceptionne les candidats. Et là, dans la réception des candidats, on fait un peu le même travail que vient de décrire Vincent. C'est-à-dire qu'on analyse avec eux pourquoi ils veulent y aller, quelle est la différence. Enfin, je ne reprends pas le discours, les propos de Vincent, mais c'est très important de les préparer à cet entretien. Éventuellement, on les inscrit aussi à des ateliers de préparation à l'entretien. Quand ils ont un poste en vue, à ce moment-là, on fait des ateliers avec 3-4 personnes et on fait la mise en situation, enfin oui, la simulation d'entretien, parce que c'est vrai que les codes et puis se présenter à une entreprise, c'est pas la même chose que parce que si on a travaillé sur un chantier en Libye ou en Guinée. Et une fois que vraiment on s'est mis d'accord, et là, c'est important parce que dans le nuage de mots, il y a quelqu'un a mis résilience. Je crois que c'est très important. J'aurais peut-être ajouté volonté. Il y a il y a une vraie volonté de travailler. Et je crois que c'est ce qui séduit les employeurs. Ensuite, on accompagne dans l'entreprise les candidats, moi je l'ai fait hier, etc. Et on débriefe ensuite avec l'entreprise, sachant qu'on va attaquer là tous les problèmes qui peuvent se passer c'est difficile de regarder en même temps les questions du chat et de vous répondre. Je finis mon propos. Oui, c'est clair qu'il peut se poser des problèmes d'autorisation de travail qui arrivent en fin de droit ou des problèmes avec la préfecture ou pendant le contrat. Et ça, on assiste, c'est même on prend en charge les problèmes de façon que l'entreprise se concentre sur l'intégration du candidat. C'est pareil sur les problèmes de logement et de mobilité. On essaye vraiment, à partir du moment où on a réalisé cette relation directe entre un candidat et un employeur, on essaye vraiment d'aller jusqu'au bout de la résolution des problèmes. Alors, j'ai vu tout à l'heure apparaître une demande, comment est-ce qu'on rentre dans le réseau? J'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il faut envoyer un CV à Amandine, qui est notre chargée de mission. C'est marqué « Contact Job for Me ». À ce moment-là, vous êtes contacté par téléphone par notre chargée de mission qui explique le processus. Et avec un code, vous aurez droit, vous pouvez aller sur notre site qui n'est pas encore ouvert, mais va l'être très très prochainement, avec toutes les offres qui sont mises à jour. À chaque fois qu'on a une offre, c'est mis à jour et c'est justement proposé au réseau. Après, j'ai vu qu'il y a une deuxième interrogation sur comment on obtient une autorisation de travail. Je crois qu'on vous répondra à la fin. Voilà, je vais m'arrêter là, si vous voulez bien. Et du coup, je dois passer la parole maintenant à Virginie et Pauline. Oui, c'est ça. Merci. Alors du coup, quand on parle d'insertion professionnelle, on parle aussi de la compréhension des codes. Donc, il y a différentes personnes qui ont mis le point là-dessus. Moi, je voudrais mettre le focus rapidement sur une recherche-action que j'ai faite avant de créer Singa à Nantes. Donc, la recherche-action concernait la citoyenneté des personnes étrangères. La citoyenneté, c'est quoi? C'est à la fois l'appartenance et la participation à un territoire. Et plus je me sens appartenir à un territoire, et plus j'y participe. J'y participe culturellement, au niveau de ma consommation, j'y participe au niveau des associations, au niveau professionnel. Et donc, en fait, ce sentiment d'appartenance qui permet la participation, il est développé par les interactions avec les gens. Et précisément pour les personnes étrangères, les interactions avec les locaux du territoire. Donc, c'est pour ça que nos actions au niveau de Singa Nantes ont plusieurs effets. Et là, j'ai mis le focus quand même sur ce qui nous intéressait aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, les effets, c'est quoi de nos actions? Donc, le développement du réseau, la compréhension mutuelle des codes.
dans des moments de partage, des moments de convivialité. Aussi, en étant en lien avec un local, on va apprendre la langue aussi. Et du coup, il y a la question d'horizontalité que je présentais tout à l'heure, qui est un principe cher à Singanan. Du coup, ce principe-là, il permet un changement de posture chez les personnes. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans nos actions, dans une relation d'aide, mais du coup que nous-mêmes, en tant que personnes étrangères, on va pouvoir apporter aux autres, on va pouvoir partager des compétences. Et là, je ne vous cache rien, vous le savez certainement, que cette question de posture, elle est indispensable dans le cadre du savoir-être et du coup dans l'insertion professionnelle. Donc, quand je parle de nos actions, ces effets-là, on les trouve dans quelles actions de Singa? Principalement dans la question des ateliers, puisque tout le monde peut se manifester à nous. Ah, je ne sais pas, il y a une coupure de connexion. On t'entend, Virginie. Hein. Bon, alors du coup, la question des ateliers, toute personne qui en formule l'envie, on nous envoie un petit mail pour porter un atelier et on va l'accompagner dans tout le processus. Et pour nous, on parlait de la levée des freins, par exemple, on ne parle pas la langue, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut lever ces freins-là. La question de la posture, on va également travailler ça puisqu'on est présent avec la personne aux 2 premiers ateliers qu'on appelle les ateliers découvertes pour que la personne se sente bien dans sa posture d'animateur d'atelier. Et dans la question des buddies, donc la question des binômes que je présentais tout à l'heure, c'est simplement en remplissant un formulaire sur Allomundo, nous on récupère les données au niveau de notre équipe nantaise et on va pouvoir mettre en lien les personnes les unes avec les autres. Et puis on fait une sorte de suivi pour savoir comment la relation se passe au fur et à mesure des mois. Et du coup, pendant le confinement, les porteurs d'ateliers ont réadapté leurs ateliers pour que ça puisse se faire. Et puis, alors quand c'était possible. Et puis pour la question des buddies, donc on a lancé les binômes à la maison. Mais du coup, dès que les personnes elles ont pu aller prendre un café à emporter pour pouvoir se voir en vrai, faire une balade sur Nantes pour pouvoir se voir en vrai. Donc du coup, on a essayé d'apporter des modifications à nos actions. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Pauline, qui va compléter mon propos. Voilà, merci. Alors donc nous sur Adhérer, donc Action départementale pour l'emploi des réfugiés. Alors je m'excuse, j'ai un petit souci d'ordinateur ce matin. Donc nous c'est pareil, on est porteur d'un projet qui a été réfléchi sous forme de consortium avec 8 partenaires locaux. Et comme le disaient précédemment nos collègues, donc on travaille également sur la notion de parcours au niveau du projet professionnel des réfugiés. Donc on a toute une notion de modules qui sont adaptés en fonction de là où en sont les personnes sur leur réflexion autour du projet professionnel. Donc on va les accompagner dans cette construction-là via différents modules où vont être abordés l'ensemble des codes finalement qu'on peut retrouver en entreprise et toujours avec cette notion de l'emploi qui va arriver dans la finalité. On travaille également avec des partenaires sur tout ce qui est laïcité, discrimination en entreprise et dans tous les modules qu'on peut proposer, on y intègre du français langue étrangère. Et on a un gros travail de communication aussi à destination des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a les codes effectivement auprès du public réfugié, mais on communique aussi beaucoup auprès des entreprises partenaires sur finalement expliquer ce que c'est que d'accueillir une personne réfugiée. On échange, on part aussi des représentations qu'ils peuvent avoir. Et donc, ce qui permet derrière de la mise en relation en entreprise, donc soit sous forme, effectivement, comme ont pu le citer mes prédécesseurs, la forme des PMSMP, donc des stages où les personnes peuvent aller valider leur projet professionnel. Mais également, nous, l'objectif, c'est l'emploi durable derrière. Donc, on accompagne les personnes vers cet emploi durable. Et une fois qu'ils sont en entreprise, on a tout un accompagnement aussi autant de l'entreprise que du salarié dans l'intégration et on les accompagne. Souvent, ce qui revient, c'est un besoin au niveau du français à visée professionnelle et donc on est en capacité aujourd'hui au sein du service
de pouvoir, à partir des documents des entreprises, donc des fiches de poste ou autres, de pouvoir finalement les accompagner pour que la personne puisse monter en compétences et s'intégrer un peu plus facilement au sein de l'entreprise. Au niveau donc, des codes ou même du français langue étrangère, c'est des choses que l'on travaille dans l'ensemble de nos modules avec les partenaires du consortium. L'objectif de tout ce parcours, c'est aussi que les personnes puissent reprendre confiance en elles, développer du vocabulaire et rencontrer finalement d'autres personnes. Et comme ont pu le dire mes collègues, donc, tous nos outils sont adaptés sur du visuel pour que la compréhension se fasse au mieux, et notamment sur les codes, la posture en entreprise, c'est des choses que l'on travaille. Voilà, après, on est sur des accompagnements maximum de 24 mois. Je vois qu'on est pris par le temps, donc si je vais laisser la parole effectivement pour le prochain sujet. S'il y a des personnes qui sont sur le secteur vendéen, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous, on pourra développer un peu plus nos actions. Donc, je laisse la parole à Jonathan sur la partie parcours office. Je vous remercie. Alors, on va faire un tout petit retour sur le parcours du public migrant. Donc, une fois que les personnes obtiennent un statut, il est très important pour elles d'aller, suivant les possibilités pour elles, d'aller sur une contractualisation d'un contrat d'intégration républicaine. Avec dessus une formation civique et une partie formation linguistique qui sera obligatoire en fonction du niveau de la personne, puisqu'il y aura un positionnement linguistique qui sera effectué à la fois à l'écrit et à l'oral au moment d'un entretien auprès de l'OFII. Alors, il y a deux cas de figure. Si la personne a un niveau 1, l'OFII va lui remettre une attestation de dispense de formation linguistique, et de ce fait, elle n'a pas d'obligation à suivre une formation. Et si malheureusement la personne n'a pas de niveau A1 validé, l'OFII va alors l'orienter vers une formation obligatoire pour atteindre ce niveau-là. Alors, au niveau du parcours linguistique et de formation, il va y avoir 4 possibilités en fonction à la fois de la scolarisée de la personne, du niveau de langue, et voir si malheureusement la personne est non lecteur et non scripteur. Dans ce cas-là, il va y avoir 600 heures, ou si la personne a un bon niveau, on va pouvoir réduire jusqu'à 100 heures la formation linguistique. Alors, je vous laisserai prendre connaissance de l'ensemble des détails concernant ces différents niveaux de formation. Ce qui sera intéressant, c'est par rapport à la sortie de cette formation linguistique obligatoire pour les personnes qui n'ont pas eu le niveau A1 à l'entrée. Il va y avoir de possibilités, si elles ont atteint le niveau A1, qu'il est validé à la sortie de ce parcours, d'être orientées sur un niveau de formation A2, d'une durée d'une centaine d'heures. Cette formation-là, elle est aussi disponible pour des personnes qui ont eu une dispense parce qu'elles avaient déjà atteint le niveau 1. À ce moment-là, cette partie-là, la formation n'est plus obligatoire. On a aussi, pour des personnes qui ont validé le niveau A2, une possibilité d'aller sur une montée en niveau B1, d'une durée d'une 50 heures. Alors, à chaque formation linguistique, l'OFII donne lieu à une délivrance d'une attestation de fin de formation. Toutefois, ces attestations ne sont pas reconnues comme justificatives par les préfectures pour une demande de titre de séjour, qui est obligatoire pour les cartes de résident ou des cartes de séjour pluriannuelles. Et dans ce cas-là, un autre justificatif sera demandé, généralement une certification au niveau du français langue étrangère. Et donc là, je laisse la parole à Lisa pour une présentation des différents outils complémentaires à cette formation linguistique obligatoire. Merci Jonathan.
Alors effectivement, moi je vais vous présenter la cartographie linguistique à destination des primo-arrivants et des réfugiés. Donc c'est un outil qui a été réalisé par le Réseau national des CARIFOREF dans le cadre d'un appel à projet de la DIAN, donc la Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité. L'objectif de cette cartographie, alors déjà, vous pouvez la retrouver sur le site du réseau InterCARIFOREF. Vous cliquez dans l'onglet « Accueil », vous descendez un petit peu plus bas, il y a une rubrique qui s'appelle « Outils » et vous la retrouvez à cet endroit-là. L'objectif, en fait, c'est de centraliser toute l'offre linguistique à destination des primo-arrivants et des réfugiés dans un seul outil. Ça va vous permettre, en fait, de pouvoir positionner des personnes sur des formations tout au long de leur parcours. Donc, la première étape du parcours, ça va être vraiment l'offre d'intégration qui va comprendre toute l'offre de l'OFI que vient d'évoquer Jonathan dans le cadre du contrat d'intégration républicain, le CIR. Il va y avoir également une seconde offre complémentaire au CIR qui va être portée par les DRDJSCS, les ateliers socio-linguistiques et l'école ouverte aux parents. Vous allez pouvoir retrouver en second lieu toute l'offre d'insertion professionnelle, toujours avec du français langue étrangère intégré. Donc là, on va retrouver les parcours HOPE, les prépas Avenir 2 et également certaines POEC de Pôle emploi. Et dans un troisième temps, vous retrouvez le parcours là, vraiment professionnel avec des actions de formation à destination des salariés qu'ils pourront financer eux-mêmes via leur compte formation ou également par le biais de l'employeur dans le cadre de plans de développement des compétences. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Alors déjà, quand vous vous retrouvez sur la carte de France, si vous cliquez sur la région donc sur laquelle on se trouve, les Pays de la Loire, on constate qu'actuellement, il y a 17 104 sessions de formation avec du FLE. Donc, ce sont des sessions soit en cours, soit à venir. On peut faire également une recherche. Donc, on va taper prépa à venir. Voilà, sans préciser de lieu. Donc là, actuellement, sur la région, on a 22 sessions de formation prépa Avenir 2 que vous pouvez là voir apparaître sur la cartographie. Et si vous voulez avoir le détail des sessions, vous pouvez également faire apparaître les résultats sous forme de liste. Donc là, vous aurez à chaque fois les centres de formation concernés et les dates auxquelles se déroulent les différentes sessions. Une chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que c'est vraiment un outil qui est à destination des professionnels, pas du grand public. Ce que vous pouvez retrouver également sur la cartographie, c'est les lieux de passation des tests, notamment des niveaux A2 qui est nécessaire pour obtenir une carte de résident ou du niveau B1 qui va être requis pour une demande de naturalisation. Cet outil est encore récent, donc si vous ne retrouvez pas toute l'offre du territoire, c'est normal. Nous, on va uniquement recenser l'offre de formation des centres qui se sont inscrits auprès de la Directe. Donc, vous ne retrouverez pas l'offre associative sur cet outil. C'est vraiment à utiliser en complémentarité de ce que vous pouvez connaître sur vos territoires. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Et si jamais vous identifiez des formations que vous ne retrouvez pas, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers le CARIFOREF pour qu'on puisse nous prendre contact avec les centres de formation concernés. Alors moi, je vais conclure en disant que le français, c'est vraiment un élément clé du parcours d'intégration des personnes, mais ça ne suffit pas toujours dans le contexte actuel. Il faut vraiment savoir être mobile pour aller chercher l'emploi là où il se trouve. Et justement, je vais passer la parole à Chloé de Talents Migrants qui va aborder les questions de mobilité. Oui, bonjour à tous. Donc Chloé L'Honneur, chargée de mission départementale plateforme Talents Migrants dans le Maine-et-Loire. Donc avec mes homologues du 53 et du 72 et notamment via le partenariat Inalta Formation et Aptira, on travaille à la conception d'un site internet plateforme Talents Migrants multidépartemental, donc à visée professionnelle, donc pour les opérateurs du territoire professionnels comme bénévoles. L'objectif est de se coordonner sur nos territoires, se connaître, se faire connaître, partager nos actualités, communiquer sur nos actions, notamment avec la présence d'un agenda et d'une cartographie. On trouvera des informations également en dur sur les questions de logement, de vie sociale et familiale, insertion professionnelle, formation linguistique, mobilité santé et droits des étrangers. Donc, ça va être assez conséquent. Il y aura des informations de premier niveau et de second niveau. Je fais totalement le lien avec ce qui a été dit précédemment, notamment le site que Lisa vient de vous présenter. Il y aura des liens officiels. Vous pourrez retrouver les cartographies diverses, également le site de Dominique, voilà, qui a été annoncé. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir faire lien sur nos territoires et de plus se limiter à l'échelle départementale, mais voir beaucoup plus large, voir sur l'ensemble du Ligérien à terme.
Donc, la mobilité géographique et psychologique, en somme, au service du parcours d'intégration du public migrant, c'est vraiment ce qui a été au cœur de la question du développement de cet outil qui va s'inscrire parmi d'autres. Il va y avoir d'autres supports créés, des parcours, des feuilles de route, entre guillemets. Donc, je rejoins les propos de Jonathan sur les questions de parcours au FI. Donc, il va être mis en place des supports pour que les professionnels comprennent d'où peuvent venir le public migrant, primo-arrivant sur nos territoires, où il se situe, comment ça fonctionne et où est-ce qu'il peut aller pour la suite des dispositifs au sein de son parcours d'intégration complet et son insertion socio-professionnelle durable sur nos territoires. Donc voilà, le site internet s'inscrit dans une démarche globale. C'est un maillon parmi une chaîne et il sera inauguré officiellement en septembre-octobre 2021 avec une extension souhaitée d'ici les prochaines années aux 44 et 85. Je vais laisser Dominique et Déborah illustrer sur des propos plus locaux et non pas multidépartementaux. Merci. Donc, sur la quarantaine de personnes qu'on arrive à placer par an, beaucoup ont des problèmes de mobilité parce que c'est des boulots qui sont souvent soit en 3-8, soit sur des horaires où il n'y a pas de transport en commun. Donc, le type de plateforme que vient de présenter Chloé, les acteurs sont aussi réunis sur le département et concrètement, nous, quand on a vu qu'il n'existait pas de location de scooters, on est en train de monter un projet avec l'association Les Eaux Vives, avec des financements départementaux et en lien avec d'autres acteurs, de façon à résoudre concrètement le problème qui se posait aux personnes qu'on accompagne. Voilà, l'association va jusqu'au fait d'essayer de créer de nouvelles choses qui peuvent servir à tout le monde. Voilà, je vais donc terminer en passant la parole à Magdalena, je pense. Alors, oui, il est 12h03. On avait une dernière thématique qu'on voulait évoquer. Est-ce que Virginie, tu peux nous dire un mot et ensuite on conclura? Juste, oui, bien sûr, on tenait à faire un focus sur la question du numérique. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui se sont rendues compte que le numérique était omniprésent tant à titre personnel que professionnel. Et du coup, au niveau de Singanante, il y avait une personne qui souhaitait porter des ateliers à visée professionnelle. Et elle s'est rendue compte très rapidement qu'il fallait soit au préalable, soit en parallèle, avoir des formations en informatique. Et du coup, aujourd'hui, tous les jeudis, il y a à la Maison des Confluences des ateliers informatiques via Singanante. Voilà. Donc, je ne sais pas si je passe la parole à Vincent ou si nous n'avons plus le temps. Vincent, est-ce que tu veux dire un mot ou... Oui. Non, je pense que c'est bon. On va peut-être pouvoir conclure, sauf s'il y a des questions sur ce sujet. Mais... Voilà, donc désolé pour le petit dépassement de 5 minutes. On va arriver à la conclusion de ce webinaire. Merci à tous nos intervenants d'avoir contribué activement à la construction de ce webinaire. On espère que ça vous aura apporté un autre éclairage sur l'accompagnement de ces publics. Et n'hésitez pas du coup à vous rapprocher de chacun d'entre eux pour toute question. Le support vous sera communiqué après le webinaire et il sera revisionnable sur notre page pro. Et comme vous pouvez le voir, du coup, on a prochainement, le 2 février, un webinaire sur l'impact des transitions écologiques et numériques sur les métiers. Le 4 février, une conférence sur tout ce qui est l'engagement aujourd'hui et la mobilisation des publics. Le 9 et 11 février, faciliter l'accès au numérique pour tous. Et le 18 février, un webinaire sur les parcours de transition collective pour les salariés. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Et puis, nous allons donc pouvoir conclure ce webinaire.